Le consultant de l'émission est avec nous, analyste spécialiste en questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. Et de Genève, nous sommes rejoints par Hicham Lahmissi, analyste géopolitique, secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir, monsieur Lahmissi. Oui, bonsoir, Ali. Est avec nous également en direct en ligne de Paris, Taoufiq Hamel. Il est docteur en histoire militaire et études de défense. Monsieur Hamel, bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer avec un point de situation sur le terrain au 5e jour de cette escalade militaire meurtrière. L'Iran et l'entité sioniste ont échangé aujourd'hui de nouvelles frappes aériennes. Tout cela déclenché, il faut le rappeler, par une offensive israélienne qui a visé vendredi des sites stratégiques iraniens, tuant des membres clés du commandement de la chaîne de commandement militaire iranien. Les risques sur la sécurité régionale et même internationale sont aujourd'hui majeurs et inquiètent au plus haut point. Hier, dans un communiqué commun, 20 pays musulmans, dont l'Algérie, ont condamné les agissements unilatéraux de l'entité sioniste dans la région. L'heure est grave. Aujourd'hui, Sherif Idriss, jamais la région n'a été confrontée à un tel scénario, à un risque d'embrasement aussi imminent. Tout à fait, parce que ce à quoi nous assistons est complètement, totalement différent de ce que nous avons vu auparavant, notamment ce qui s'est passé au mois d'avril dernier avec les échanges entre l'entité sioniste Israël et l'Iran. Là, il s'agit d'abord de la part des Israéliens de frapper au cœur de l'Iran, toucher quelque chose de très sensible, à savoir les installations nucléaires. Oui. Donc les sites de Natanz et de Fordow. Fort heureusement, c'est-à-dire que les dégâts ne sont pas majeurs, mais le fait est de cibler ces deux sites, cela dénote de la part des Israéliens leur volonté leur volonté d'aller au-delà, d'aller vers l'escalade. Donc il s'agit pour les Israéliens d'en découdre, d'en finir définitivement avec ce problème. Cela d'autant plus qu'ils le font sans la participation des Américains. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs informations selon lesquelles les Américains ont donné leur approbation, les Américains ont été informés, ou bien les Américains n'ont pas agi, n'ont pas été au courant. Cela dit, nous sommes à un tournant très important. Deuxième élément qui est très important, qui dénote un petit peu de la logique jusqu'au boutiste de l'entité sioniste, c'est d'aller vers des attaques ad hominem, ce qu'on appelle cibler les dirigeants. Oui. Le chef d'état-major, le chef de Faylaq al-Quds, le chef de l'armée, ce qu'on appelle de l'armée aérospatiale, le chef du renseignement, et tout, et aussi des scientifiques éminents. Donc il y a une volonté un petit peu de la part de l'entité sioniste d'aller vers une stratégie d'escalade, c'est-à-dire d'en finir définitivement. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas les Américains, mais plutôt aller vers une sorte de banque de cibles, aller vers une escalade à la fois quantitative, mais peut-être qu'elle serait une escalade à la fois qualitative à travers la qualité des cibles, et voire même une expansion géographique. Ce qui nous donne un petit peu, nous pousse plutôt à émettre comme première conclusion, c'est que les Israéliens veulent en finir avec le programme nucléaire iranien, mais aussi peut-être, on ne sait pas, maintenant c'est des hypothèses, est-ce qu'ils veulent un changement de régime, faire tomber le régime ou pas, ou plutôt affaiblir à travers une stratégie d'escalade les Iraniens et les amener à changer de politique et à négocier selon les termes que les Américains et les Israéliens veulent, à savoir une capitulation, zéro d'enrichissement, et que Israël soit la seule puissance nucléaire dans la région. Donc créer une sorte de nouvelle architecture sécuritaire, un nouvel environnement géostratégique dans lequel Israël reste un petit peu la constante et les autres pays arabes de la région que des variables. On va tenter justement d'en savoir plus sur les vraies visées de l'entité sioniste dans cette confrontation. Donc il y a lieu de s'inquiéter lorsqu'on sait que l'entité sioniste passe encore une fois à l'action sans l'aval des Nations Unies, sans crainte des conséquences internationales. Abdelkader Soufi, Israël parle d'une opération préventive contre une menace qu'elle présente comme existentielle. On peut s'interroger sur justement les vraies visées de l'entité sioniste. Que cherche-t-elle réellement en ouvrant un front direct avec l'Iran ?
Oui, d'abord, en réponse à votre première question, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter parce que cette entité sioniste qui est une organisation d'État voyou, donc qui ne respecte ni loi, ni droit, ni rien du tout, nous avons vu qu'elle s'attaque donc à l'ensemble du voisinage. Elle s'est attaquée au Liban, à la Syrie, au Yémen, aujourd'hui en plus de la Palestine occupée. Avec l'Iran, c'est une autre dimension. Oui. Et ils ont annoncé des objectifs. Et donc, en s'appuyant essentiellement sur 3 facteurs importants, qui est la suprématie aérienne, la supériorité technologique et la force de dissuasion. Éventuellement, ce sont ces 3 points qui ont poussé les décideurs sionistes à prendre ce type de décision, sachant que, donc pour eux, ils vont des objectifs qui ont été annoncés, notamment la mise hors d'état, anéantir le programme nucléaire iranien, et en plus donc décapiter l'Iran, donc en s'attaquant directement et frontalement à l'ensemble de ses chefs, donc, et ensuite à l'ensemble de ceux qui possèdent le savoir, parce oui. que au-delà du programme nucléaire, il y a de la ressource humaine qui a acquis un certain savoir. Autrement dit, la pensée donc sioniste était d'en découdre définitivement avec l'Iran, mais surtout un message beaucoup plus important à l'ensemble de la région pour que la seule puissance, qu'ils sachent que la seule et unique puissance aujourd'hui dans la région, c'est l'entité sioniste. Sauf que ils pensaient, même dans le cas d'une réponse, ça veut dire d'une réaction, comme ça a été le cas souvent des Iraniens, c'était, on va dire, des réactions timides, disant voilà quelle serait leur cible. Sauf que depuis l'escalade, les Iraniens n'ont pas arrêté. C'est comme s'ils s'attendaient déjà à ce type d'attaque. Et d'ailleurs, quand on voit la réaction en chaîne des Iraniens, c'est qu'ils ont mis en place une stratégie qui permet donc une délocalisation de la prise de pouvoir et de la prise de décision, et que l'action, même quand on va dire le centre décisionnel soit interrompu un moment soit-il, les opérations ne s'arrêtent pas. Car oui. Après l'attaque, à peine donc les sionistes pensaient avoir réalisé un grand exploit, et c'était la fête. Ils n'ont même pas eu le temps de fêter cette attaque, que les attaques ont été donc non seulement dures, mais qui ont duré dans le temps. Et à chaque fois, on a vu que les Iraniens sont montés en cadence et en qualité. Ouais. Et on pourrait parler éventuellement d'un certain... Donc vous l'avez dit, Abdelkader Soufi, il y a une volonté de remodelage, d'installer un nouveau rapport de force dans la région. Tawfiq Hamel Cherif Idriss a parlé de dégâts minimes enregistrés lors de cette offensive sioniste contre l'Iran. Est-ce qu'on peut parler là d'un échec d'Israël? Quelle est la réalité du terrain, la réalité dans les deux camps? Alors, sur le bloc militaire, Israël en tout cas a pu atteindre des objectifs qui sont quand même importants, a pu quand même éliminer plusieurs dirigeants iraniens. Ensuite, il y a des installations nucléaires et énergétiques qui ont été sensiblement endommagées. Néanmoins, dans une guerre, une victoire dans une guerre est définie en fonction des objectifs politiques. Les objectifs qui ont été annoncés par Israël, le démantèlement ou la destruction du programme nucléaire iranien. Et l'autre objectif, c'est désormais, on rajoute même le programme balistique. Et à ce jour, en tout cas, ces objectifs n'ont pas été atteints. Et il y a aucune chance que les Iraniens peuvent les atteindre seuls.
Ensuite, on revient après la réaction iranienne. Même la réaction de l'Iran était dévastatrice en tout cas. D'une part, la réaction était calibrée pour éviter en tout cas la généralisation du conflit, parce qu'il y a un risque réel que les Américains se servent d'une offensive importante contre Israël pour intervenir directement. C'est globalement les Américains, pour les Iraniens, la question de l'intervention américaine dans ce conflit n'est qu'une question de temps. Et de mon point de vue, c'est la réaction iranienne pour l'instant semble modérée, c'est qu'elle tient en considération justement l'éventualité d'un embrasement régional et l'implication des Américains dans le conflit. À partir de là, les Iraniens cherchent à économiser leurs forces. Parce que l'intervention des Américains peut, en tout cas, si l'Iran se montre suffisamment faible, sera amené justement à négocier sans avoir des atouts entre ses mains, sans avoir des cartes. Oui. Et à partir de là, les Iraniens misent, de mon point de vue, sur l'endurance. Ça veut dire que, quelle que soit la durée du conflit, quelle que soit l'intensité des bombardements, les Iraniens auront toujours la possibilité de riposter. Évidemment, la réponse ne sera pas la même que celle des Américains, mais être toujours en mesure justement de riposter et de montrer qu'on a encore les moyens de vous faire mal. Et à ce point, il y a la question de détroit d'Ormuz qui reste une carte centrale pour les Iraniens qui n'a pas encore été mobilisée. Il y a encore des alliés régionaux il y a le Hezbollah, il y a les milices irakiennes. Tous ces éléments peuvent être mobilisés. C'est l'existence en tout cas l'État iranien, sans que son existence est sérieusement menacée. Donc l'Iran a toujours les moyens de riposter et de tenir durant cette guerre aussi longtemps qu'il faudra? C'est son objectif. C'est son objectif et là justement intérêt parce que c'est les Iraniens lancent un grand assaut, ensuite au bout de quelques jours se retrouvent dans l'incapacité de riposter ou on se retrouve ne pas avoir des armes pour riposter. Dans ce cas, les Iraniens, tout ce qui reste, c'est capituler et négocier sans rapport de force. Mais à partir du moment où les Iraniens auront toujours la possibilité justement de riposter ou augmenter le coût à l'adversaire, dans ce cas, à un moment donné, l'adversaire justement, on tiendra compte. Parce que pour l'instant, quand on regarde les objectifs, les déclarations des dirigeants israéliens, même des Américains, déjà, on ne parle plus du projet nucléaire, désormais on parle de quelque chose d'autre, même le programme. En fait, globalement, on veut priver l'Iran de tous les attributs de puissance, de tous les éléments de la puissance nationale, que ce soit technologique, que ce soit nucléaire, balistique. À partir de là, ça veut dire que l'Iran se retrouve à la merci de tout le monde, sachant que l'Iran se retrouve dans l'une des régions les plus instables du monde. Oui. Il y a juste quelques semaines, il y avait un risque de conflit nucléaire, de guerre entre le Pakistan et l'Iran. Et l'Iran fait partie de cet environnement et l'Iran ne peut pas se permettre justement de se retrouver dans cette situation. De mon point de vue, l'Iran a toujours des cartes à jouer. Certes, il y a un grand décalage entre sa puissance et la puissance de ses adversaires, mais néanmoins, la stratégie iranienne a toujours été basée sur ce qu'on appelle une stratégie asymétrique, basée sur l'augmentation du coût à son adversaire. Cherif Driss, vous vouliez réagir? On le sait, tant que les objectifs n'ont pas été atteints, les objectifs de l'entité sioniste n'ont pas été atteints, on peut parler d'échec. Oui, non, pour l'instant, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais évoqué la question des installations nucléaires qui est quelque chose de fondamental pour les Israéliens. C'est-à-dire que là, il s'agit de neutraliser. Pour l'instant, selon l'AEA et selon certains experts, c'est-à-dire que les dégâts ne sont pas majeurs. Mais là, je rejoins ce qu'a dit Toufiq Hamel, c'est que là, quand il s'agit d'une guerre d'usure, c'est la question de résilience de l'un et de l'autre. En l'occurrence, si le mode de confrontation, il reste binaire, à savoir Iran-Israël, là, après, je crois que les Iraniens ont de quoi tenir. Oui. Le risque, c'est qu'il y ait un autre acteur qui entre, à savoir les Américains. Les États-Unis. Parce que la stratégie militaire d'Israël consiste ce qu'on appelle c'est la supériorité aérienne avec une aviation qui est très développée, avec des avions de genre des F-16, des F-18, des F-22, des F-35.
toute la technologie américaine qui donne une supériorité par rapport à l'aviation iranienne. Les Iraniens composent par des missiles, mais le risque, c'est-à-dire que s'il y a une volonté de la part des Américains, des Israéliens, d'en finir définitivement avec le programme nucléaire, il faut détruire ces installations. Pour les détruire, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'aller vers un nouveau type d'armement qui est très létal, qui est très nuisible. Ce qu'on appelle, c'est des bombes anti-bunkers. C'est des bombes qui peuvent atteindre 80 mètres en profondeur, lancées par des avions, les B-2, ce qu'on appelle c'est les B-2, c'est des furtifs qui ne sont pas détectables au radar. Mais si les Américains entrent en jeu, donc il y a un risque. C'est-à-dire qu'il y a un risque où là, le dispositif nucléaire iranien risque fortement d'être endommagé, cela sans oublier les risques de radiation. Oui. Donc là, actuellement, pour les Américains... Tout dépendra donc du rôle primordial, du rôle capital que doit jouer... Ce qu'on peut déceler jusqu'à présent à travers la stratégie d'escalade israélienne, c'est d'aller aller crescendo, élargir la sphère des cibles, insister pour la menace nucléaire et la menace que représentent les missiles, de façon à convaincre, envoyer un message des Américains que sans vous, on ne pourra pas réussir. Oui. Donc il faut nous aider. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est qu'actuellement, il y a une réunion du National Security Council par Trump qui a dû écourter sa réunion au G7, oui. des étapes à prendre par la suite. Est-ce que les Américains vont entrer en guerre? S'ils rentrent, de quelle manière? Est-ce qu'ils vont fournir à Israël l'armement dont ils ont besoin, à savoir les bombes anti-bunkers? Est-ce qu'ils vont participer eux-mêmes à travers leur aviation et tout l'arsenal dont ils disposent avec la flotte qui mouille dans l'océan Indien et même en Méditerranée? Donc il y a toutes des suspensions. Mais à mon sens, la stratégie d'escalade des Israéliens nous donnera des indices pour la suite. Avant de revenir justement sur le rôle capital que doit jouer l'administration Trump aujourd'hui dans ce conflit, j'aimerais quand même m'intéresser, revenir à l'objectif de l'entité sioniste réellement. Hicham Lahmisi, vous êtes avec nous. Est-ce que l'objectif d'Israël est réellement et seulement d'anéantir justement le programme nucléaire iranien, surtout lorsqu'on sait que des pourparlers entre Iraniens et Américains étaient déjà engagés? Non, absolument pas. C'est pas du tout l'objectif du nucléaire, entre guillemets, qu'Israël a en ligne de mire. L'objectif israélien, c'est tout simplement l'effondrement de l'Iran en tant qu'État dans une stratégie globale qui est une stratégie du chaos qui est bien éprouvée, qui a bien été éprouvée, puisqu'on le voit, ça a été fait avec la Syrie, ça a été fait avec le Liban d'une certaine façon, ça a été fait avec l'Irak, et toute cette stratégie, c'est une stratégie qui est ancienne, qui s'inscrit un petit peu dans la logique de création de ce qu'on appelle le Grand Israël, et qui cherche en fait à abattre tous les États qui sont en capacité de pouvoir représenter une puissance qui puisse faire face à Israël. Et très certainement qu'après l'Iran, je pense qu'Israël va viser la Turquie d'une façon ou d'une autre, en cherchant par un espèce d'effet domino, d'entraîner chacun de ces États pris séparément dans des conflits dans lesquels Israël entraîne les États-Unis et le camp occidental pour parvenir à la destruction de ces États et de ces puissances régionales. On le voit bien d'ailleurs dans le discours, puisqu'il est fait de plus en plus allusion au projet d'élimination du guide suprême Ali Khamenei. Oui. Et au-delà de ça, on voit comment les Israéliens ont procédé à une décapitation méthodique du leadership militaire iranien et en partie du leadership politique, puisqu'on a même des rumeurs sur l'assassinat d'un certain nombre de dirigeants politiques iraniens. Donc on est dans une situation qui est une situation extrêmement dangereuse, dont les conséquences sont absolument incalculables. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du fait justement que l'Iran avait des capacités de riposte ou autre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Israël tout seul n'a absolument pas les moyens d'affronter l'Iran, puisque Israël n'a pas les moyens d'encaisser les coups qu'elle reçoit. L'Iran a frappé très très lourdement Israël. C'est pas quelque chose qui est suffisamment mis en avant. L'Iran a pris aussi des coups très très durs. Il faut
pas minimiser du tout ce que l'Iran a subi, surtout durant la première journée, avec une désorganisation très importante, avec des destructions importantes au niveau de ses infrastructures, puis surtout de ses capacités de défense antiaérienne. Ajouter à cela la quasi-absence d'aviation, l'Iran est en position très très difficile, très périlleuse, surtout si l'on se dirige, comme je pense, ça ne fait plus, il n'y a plus de secret de polichinelle, bien dans l'idée d'une intervention massive, très lourde des États-Unis, qui risque véritablement à terme de transformer l'Iran en nouvel Irak, ou si l'Iran parvient à résister fortement et à porter des coups très importants, comme l'a souligné le collègue M. Hamel, eh bien, de pouvoir peut-être tenir suffisamment pour pouvoir négocier en position de force, entre guillemets, ou en tout cas en position de faiblesse moins importante. Mais ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que la situation, elle est particulièrement dangereuse pour l'Iran, elle est particulièrement dangereuse pour toute la région du Moyen-Orient, voire le monde. On n'est pas loin, pour ne pas dire au bord, d'une véritable troisième guerre mondiale. Est-ce que, Abdelkader Soufi, cette offensive contre l'Iran s'inscrit dans la politique de fuite en avant adoptée par Netanyahou, qui souhaite justement absorber les tensions internes et fédérer les rangs autour de cette offensive contre l'Iran? Non, pas du tout. Moi, je pense que l'approche sioniste, justement, on va dire qu'elle est bien étudiée, car donc il y a une crise qui est à l'intérieur. Lui, il veut entraîner avec lui les Américains dans sa quête du Grand Israël. Maintenant, effectivement, l'Ahmissi avait dit qu'éventuellement ça pouvait être l'Irak. Je dirais éventuellement ça pourrait être l'Afghanistan, plutôt le Pakistan, après l'Iran, dans cette quête d'éradiquer toutes sortes de menaces donc nucléaires ou musulmanes dans la région. L'entité sioniste, c'est quelque part s'est mis en pole position ou en mode de domination par rapport à certains pays arabes aux alentours. Il est vrai que, moi je ne dirais pas que les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a l'OTAN, il faut parler de l'action de l'OTAN, puisque c'est tout le groupe de l'OTAN qui agit ensemble. Il est vrai que les intérêts, parce que cette entité sioniste a été montée de toutes pièces et créée en 1947 pour sauvegarder et maintenir les intérêts de l'Occident, dans la région. Aujourd'hui, au-delà de cette guerre entre l'Iran et l'entité sioniste, il y a une guerre qui peut-être qui n'est pas visible, mais qui est là. C'est le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Nous avons vu il y a 2 jours l'arrivée d'arsenal militaire, on va dire des bateaux de guerre chinois et russes pour éventuellement une opération, des manœuvres dans la région. Cela est un indicateur de rapport de force exercé par les autres pays. L'Afghanistan lui-même, à travers donc le Premier ministre qui déclare qu'il met à disposition sa puissance aérienne donc au profit de l'Iran pour défendre, et éventuellement s'il y a une attaque nucléaire, le Pakistan pourrait donc lui aussi donc riposter nucléairement parce que il sait que l'entité sioniste a des visées aussi hostiles contre le Pakistan, et qu'une déclaration qui est quand même ancienne du criminel Netanyahou, qui disait que nous allons anéantir l'Iran et après ce serait le rôle du Pakistan. Donc on a tendance à dire que cette entité sioniste, elle est quelque part Superman. Mais en réalité, nous avons vu ces derniers jours que toutes les attaques qui ont été menées par l'Iran ont touché des cibles, combien même on a essayé donc d'étouffer les dégâts, mais les photos sont sorties, les images, les vidéos sont là, pour dire que les sionistes ont vécu ce qu'ont vécu les habitants de Gaza.
cette destruction massive et donc ces morts et cette catastrophe. Alors, je finis ici parce que c'est très important. Donc, on oublie que l'Iran, c'est un territoire qui est presque 2 millions, c'est 1 million, presque 700 000 kilomètres carrés, et qu'une population, elle est très importante, avec en plus de ce soutien. Cependant, les cibles sionistes sur le territoire occupé, elles sont claires. Et toutes les attaques qui ont été menées par l'Iran ont touché leurs cibles d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que ce soit à Haïfa, le capital économique, ou à Tel Aviv, la capitale politique. On a touché le ministère de la Défense, on a touché oui. la maison du criminel Netanyahou, on a touché le site du Mossad. Donc, on voit bien que l'Iran s'est bien préparé. Et même si on pense que technologiquement les sionistes sont supérieurs, alors que sur le terrain, sur le combat, combien même les dégâts sont palpables chez les Iraniens. Alors cela nous amène, si vous permettez, Abdelkader Soufi, de parler justement de cette guerre psychologique et ses impacts, surtout côté israélien. Tawfiq Hamel, beaucoup de propagande autour du fait que l'Iran est proche d'acquérir l'arme atomique, ou encore ce blackout informationnel qu'on observe, qui est justement imposé. Est-ce que c'est un peu... est-ce qu'on peut en parler justement de ce qui se joue aujourd'hui, cette guerre psychologique qui a un impact sur les deux camps? Effectivement, en tout cas, toutes les guerres, particulièrement dans l'époque actuelle, marquée par la communication directe avec la connexion au niveau mondial, ça veut dire que dans chaque guerre, il y a un récit stratégique. Ça veut dire qu'une guerre doit être justifiée pour gagner une certaine légitimité. Alors, dans le cas d'Israël, il met toujours l'accent sur le fait que l'Iran est une menace existentielle, sauf que c'est pas le cas. Globalement, quand on regarde Israël, qui a plus de 300 têtes nucléaires, en tout cas selon les estimations aussi entre 100 et 300 têtes nucléaires. Dans le cas de l'Iran, jusqu'à ce jour, aucun rapport n'a pu démontrer que l'Iran a un programme nucléaire actif. Parce que globalement, qu'est-ce qui distingue un programme civil d'un programme militaire? Techniquement, c'est le niveau d'enrichissement. Mais la vraie distinction est une distinction politique. Il s'agit qu'un État a pris une décision de militariser son programme. Ce n'est pas le cas de l'Iran. Il n'y a aucune preuve qui démontre que l'Iran a pris cette décision. Oui. Et même en Occident, on le sait. Toutefois, dans le cas d'Israël, il y a toujours cette volonté de domination régionale. Et l'un des derniers obstacles, justement, à la domination régionale d'Israël reste toujours l'Iran. Alors, pour affronter l'Iran seul, elle ne peut pas le faire. Et du coup, à partir de là, il faut établir un récit, justement, pour avoir le soutien des pays occidentaux et particulièrement des Américains. Parce qu'actuellement, même si les dirigeants des pays occidentaux appellent à la désescalade, mais dans la pratique, il y a un soutien profond et réel dans les cas de la guerre qui est menée par Israël contre l'Iran, que ce soit sur le plan logistique, que ce soit sur le plan du renseignement. Il y a là, particulièrement depuis qu'Israël a été intégré dans la zone du commandement central. C'est-à-dire qu'il y a une coordination réelle, même au niveau de l'interception des missiles iraniens, à tous les alliés occidentaux, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, même si on regarde aujourd'hui la déclaration du chancelier allemand qui a dit clairement, qui accuse directement l'Iran comme une menace qui déstabilise la région et appelle justement au démantèlement son programme nucléaire. Cela montre à quel point l'Iran a toujours présenté un problème pour les pays occidentaux, particulièrement parce que d'une part, malgré l'embargo, a pu quand même construire une industrie de défense sophistiquée. Le fait que des missiles
iranien puisse justement être lancé arrive jusqu'à Israël, sachant toutes les couches, tous les moyens qui sont mis en place pour l'interception à partir de la mer Rouge, avec l'intervention de la marine américaine, des forces américaines, des Britanniques. Ensuite, même quand elle passe par la Jordanie a pu participer dans certaines mesures à intercepter certains missiles. Ensuite, une fois Israël, il y a presque une défense antimissile qui est composée de 3-5 couches. Malgré ça, les missiles israéliens il y a certains missiles qui arrivent à atteindre leur cible de façon précise. Cela montre quand même une certaine les missiles et la technologie militaire iranienne reste quand même assez développée. D'ailleurs, les derniers rapports montrent que les armes iraniennes sont vendues dans au moins 50 pays à travers le monde. C'est-à-dire que globalement, le fait, cette volonté d'indépendance stratégique et justement ce développement qui a été réalisé malgré l'embargo continue à présenter un réel danger et un réel défi pour les pays occidentaux, particulièrement pour les Américains. À partir de là, il faut en finir et là, il semble que les Américains veulent saisir l'opportunité pour finalement réaliser un objectif ancien. Alors face à ce climat de surenchère stratégique, la phase est certainement délicate. Cherif Driss, chaque pas peut coûter cher à tous les acteurs de la région. On risque aujourd'hui un débordement. Plusieurs pays voisins ont fait d'ailleurs fait part de leurs craintes et pour preuve le dernier communiqué commun, je le disais tout à l'heure, de 20 pays musulmans qui condamnent. Alors faut-il aujourd'hui s'y attendre à ce débordement? Condamne l'agression sioniste. Absolument. L'agression sioniste contre l'Iran. Alors, faut-il aujourd'hui s'attendre à un débordement dans d'autres territoires de la région? Quelle est votre analyse? En fait, c'est la question qui se pose, c'est que jusqu'où vont aller les Israéliens et est-ce que les Américains vont les soutenir? Parce que même au sein des États-Unis, à mon sens, dans l'establishment américain, l'administration Trump, il y a un problème majeur, c'est de dire, d'accord, on a un allié, qu'il faut le défendre, vaille que vaille. Mais la question qui se pose aussi, c'est à quel coût? Quel est le coût? Est-ce que le coût de soutenir Israël, d'entrer en guerre, de fournir à Israël l'armement nécessaire ou de prendre part à des actions militaires de façon à bien cibler les installations, faire plus de mal d'Israël à l'Iran, est-il sans risque? Est-ce que justement le fait d'entrer ne risque-t-il pas un petit peu d'élargir la sphère? Cette escalade, elle est quantitative, elle serait géographique. À savoir que les Iraniens peuvent riposter. Le seul moyen qui leur reste comme capacité de nuisance, c'est d'élargir le conflit pour déborder à d'autres pays. La Syrie, l'Irak, la Jordanie et d'autres pays dans la région. On arrive vers une sorte d'embrasement régional. C'est-à-dire que le risque, il y est toujours. Maintenant, je pense que l'acteur régulateur, c'est les États-Unis. Tout dépend de leur position. Vont-ils aider les Israéliens à réaliser leur objectif? Auquel cas, ils doivent mettre tous les moyens nécessaires avec tous les risques que cela comporte, ou bien dire finalement, on va aller vers la retenue, on va continuer à bombarder, cibler encore davantage, élargir la sphère de ce qu'on appelle la banque des cibles, les dirigeants, aller vers une stratégie, ce qu'on appelle couper la tête du corps, de façon à faire provoquer le genre d'un parasitage, un brouillage dans la chaîne de commandement militaire, élargir les cibles économiques de façon à ce qu'il y ait un impact social, créer une sorte de soulèvement contre les dirigeants iraniens. Donc là, jusqu'à présent, c'est-à-dire que la stratégie la plus risquée, c'est que les États-Unis entrent en jeu et déploient tout l'arsenal, parce que détruire l'arsenal nucléaire iranien n'est pas sans risque. Peut-être que cela va obliger les Iraniens à capituler, finalement, de dire finalement on ne peut pas faire autrement que d'accepter de négocier selon les conditions américaines et israélienne, de renoncer, dans ce cas présent, cela signifie renoncer définitivement à toute ambition d'avoir l'armement nucléaire, ou bien de dire finalement on va résister. C'est une question de sursaut national, de fierté nationale, de souveraineté nationale. Donc, étant donné qu'on ne pourra pas faire face à l'autre, on va faire une stratégie de contournement
et aller déborder le conflit, utiliser les moyens dont on dispose, bloquer le détroit d'Ormuz et provoquer une sorte de choc pétrolier à l'échelle internationale, et utiliser le relais, même si c'est vrai que depuis le 7 octobre, un petit peu, les Iraniens ont encaissé beaucoup de coups, notamment avec le Hezbollah en Syrie. C'est proxy. C'est proxy. Donc maintenant, on ne sait pas est-ce que ces proxys ont été neutralisés définitivement ou bien les Iraniens ont d'autres cartes à faire jouer. À mon sens, pour résumer, c'est que jusqu'à présent, il est trop tôt pour se prononcer. On ne peut que avancer des hypothèses, conjecturer, c'est-à-dire de dire finalement que le seul acteur qui pourrait faire basculer les choses, dans un sens comme dans l'autre, ce sont les Américains. Oui. Si les Américains accèdent aux désirata des Israéliens et que Trump, sous le poids, la pression du lobby pro-sioniste qui est plus puissant, plus que jamais puissant au sein de l'administration, qu'il entre en lice, qu'il déploie tout l'arsenal, le dispositif militaire déployé au Moyen-Orient, à savoir l'aviation et notamment les forces navales, et fournir aux Israéliens tout l'appui militaire qu'il faut. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un risque d'embrasement régional. Oui. Alors l'Iran a en tout cas envoyé aux États-Unis un message via le Qatar selon lequel pas de négociation en vue si Israël ne met pas fin à son offensive. Les États-Unis peuvent-ils justement exercer une pression sur Netanyahou? Est-ce que cela signifie que les négociations seront entre parenthèses? Je fais un retour de questions. Quels sont les objectifs justement de l'OTAN, peut-être des Américains ou des sionistes? Maintenant, les Iraniens sont décidés donc à faire une guerre jusqu'au boutiste dans leur action, car elle est existentielle pour eux. Ils ont commencé par lancer quelques 180 missiles, après 200, après 300, après 1000, après 800, et ils disent qu'ils sont prêts à lancer à la fois 1000 missiles. Et leur action qui a été menée, elle a été coordonnée avec les Houthis. Donc ils ont pu aussi contourner tout ce système de défense sioniste en envoyant des drones, en envoyant des pièces, donc d'abord des missiles plutôt vieux et imprécis, et après ils ont commencé à donc lever dans la cadence. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les meilleurs de leurs armes ne sont pas encore utilisés. Ils n'ont pas utilisé les il y a une réponse mesurée. Voilà. Donc non, mais s'ils se positionnent comme ça, qu'il n'y a pas de négociation, ça veut dire que cette position, elle est ferme et ils sont sûrs de. C'est quelque part en relation internationale, c'est une action aussi de répression. Dire que nous sommes prêts d'aller jusqu'au bout et on a le moyen de le faire. Maintenant, si les Américains arrivent à bloquer l'entité sioniste, donc définitivement dans son action, c'est autre chose. Le plus important, c'est que jusque-là, aucun objectif n'a été atteint. Parce que le premier jour, c'est vrai qu'il y avait un vent de panique en Iran après que des personnalités ont été touchées, que des sites nucléaires ont été touchés, mais très vite, l'action a été menée, orchestrée d'une main de maître. Cela veut dire que l'Iran a toujours le moyen, et surtout, c'est que aujourd'hui, ni les sionistes ni les Américains ne connaissent la réalité de la capacité iranienne. S'il vous plaît, laissez-moi finir ici. Et là, parce que c'est un cas très important. Aujourd'hui, il ne suffit pas à un État d'avoir les moyens de se défendre. Mais il faudrait qu'il ait le moyen de contourner l'action de l'ennemi, mais aussi de pouvoir le détruire. Et ce n'est que comme ça qu'on peut mettre face dans un ordre, parce que là, c'est une guerre de nouvel ordre mondial, oui, où les Iraniens cherchent leur place. Vous parlez du scénario où les États-Unis se démarquent. Il y a un autre message aussi. Se démarquent de cette offensive israélienne. Ouais. Mais aussi, l'Iran, c'est un exemple. Oui. L'Irak, il a abdiqué avant même de commencer la guerre. Il s'en est séparé de ses moyens, et vous avez vu ce qui est advenu de l'Irak. Aujourd'hui, l'Iran, il a toujours ses moyens, il se renforce, et donc il fait face et il fait peur.
Je pense que toute nation qui se respecte et qui a aujourd'hui, qui peut être justement la cible de l'entité sioniste ou ceux qui peuvent être derrière, elle doit réfléchir à mille et une façons comment justement se préparer pour demain. Alors les États-Unis, toujours pour parler du rôle déterminant des États-Unis dans ce conflit, en quittant le G7 ce mardi, le président américain Donald Trump, Hicham Lahmisi, n'a pas souhaité utiliser le terme de cessez-le-feu. Il veut une fin du conflit. Quelle est votre interprétation de ces propos ? Mon interprétation, elle est très simple. Bon, elle est à deux niveaux. Elle est plus globale, c'est-à-dire que dès le départ, en réalité, les États-Unis sont partie prenante de cette agression unilatérale contre l'Iran. Donc c'est une vaste fumisterie, pour ne pas dire autre chose, que de laisser à penser que les États-Unis n'étaient pas au courant, ou alors ils ont un service de renseignement particulièrement médiocre. Non, les États-Unis ont directement participé aux opérations israéliennes, que ce soit en termes de traçage satellitaire, en termes de renseignements stratégiques, etc. Ils ont directement participé. Il faut voir que dès vendredi dernier, donc les opérations de sabotage sur le sol iranien ont été menées donc par les services israéliens avec des relais locaux. On parle aussi de milices kurdes qui ont participé à l'assassinat de certaines personnalités. Les Américains étaient présents, les Américains étaient au courant. Donc déjà, les Américains ne sont pas impliqués directement, Hicham Lahmisi, pour l'instant, du moins pour l'instant. Non, on a des éléments. Les Américains sont directement impliqués. Il est impossible qu'Israël ait pu intervenir seul sans un appui américain. C'est techniquement impossible. Quelle est votre interprétation justement de la déclaration, de la dernière déclaration de Donald Trump ? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il s'est passé énormément de choses hier. On a passé une nuit très particulière, en ce sens où le système, tout le dispositif de défense antiaérienne israélien, le fameux dôme de fer, ainsi que les systèmes américains qui étaient déployés ont été hackés, entre guillemets, victimes de la guerre électronique iranienne, d'après un certain nombre d'éléments concordants. Et donc, il y a eu comme une sorte de panique totale, en fait, hier, côté israélien, qui a demandé l'intervention express des États-Unis, et on s'est retrouvé dans une situation absolument hallucinante où Trump a dû faire des déclarations assez explosives, appelant la population iranienne à quitter Téhéran, une espèce de bluff pour laisser à penser que ou Israël allait utiliser l'arme nucléaire ou que les États-Unis allaient intervenir directement, justement pour faire pression sur l'Iran, au moment même où l'Iran avait déclaré qu'elle allait mener une opération massive et décisive sur Israël, ce qui a pu avoir comme effet que l'Iran n'ait pas profité de cette fenêtre de tir où tout le système de défense anti-aérien israélien était à plat, était même quasiment contrôlé à distance par les Iraniens. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Mais dans les faits, aujourd'hui, tout laisse à penser que les Américains, qui sont en train de déployer une force aéronavale conséquente dans la région, vont intervenir directement à travers des frappes massives sur l'Iran. Et de là, ce qu'il faut regarder, c'est que ce conflit, il va bien au-delà de la question israélienne, du projet Grand Israël, etc., dont on a parlé. Oui. C'est aussi une opposition entre le camp occidental et les BRICS. Et toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas simplement le positionnement des Américains, c'est quel est le positionnement des Chinois et des Russes. Et ici, on a deux positionnements qui sont essentiels parce qu'ils jouent leur crédibilité. Il ne faut pas oublier que l'Iran fait partie des BRICS, l'Iran fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a quand même une dimension sécuritaire, et que ces deux pays qui sont dans cette logique de nouveaux blocs eurasiatiques qui fassent justement concurrence et opposition au bloc occidental, jouent aussi leur crédibilité. Alors les Chinois jouent le jeu d'une certaine façon en livrant des systèmes d'armes à l'Iran, mais quid de la position russe qui interpelle, parce qu'elle reste quand même assez timide, oui. Et Moscou n'a pas fait montre d'une grande solidarité en direction de l'Iran. Eh bien, on va justement donner la parole à Tawfiq Hamel. Vous venez d'écouter tout ce que vient d'être dit. On est clairement face à une nouvelle forme de guerre. Vous êtes d'accord, Tawfiq Hamel, une guerre hybride? Effectivement, c'est une nouvelle forme de guerre. En principe, une guerre, normalement, c'est une confrontation entre deux États
qui se fait à travers leurs armées professionnelles. En principe, les civils, les installations civiles doivent être protégées. Si on prend les conventions de Genève, Oui. interdit tout simplement de s'attaquer à des biens à caractère civil. C'est les termes qui sont utilisés. Là, on se retrouve dans des situations où des centrales électriques, des raffineries et attaquées sans tenir compte des civils. Et malheureusement, c'est vrai que les civils deviennent de plus en plus le centre de gravité des opérations militaires. C'est une façon un peu de terroriser la population et de les pousser soit à s'enfuir, soit à se retourner contre le régime. En tout cas, ça devient de plus en plus une stratégie et cela ne fait plus partie de ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Oui. Ensuite, on se retrouve dans une situation où tous les moyens peuvent être utilisés. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, un smartphone peut devenir une arme qui peut servir soit pour la désinformation, la mésinformation, la propagande. Ensuite, vous avez les laboratoires qui fabriquent des armes, l'arme économique. Globalement, tous les outils sont utilisés pour affaiblir l'adversaire. Alors, si on revient au cas de l'Iran, sincèrement, quand on regarde le G7 d'aujourd'hui, quand on regarde les différentes déclarations des dirigeants des pays du G7, particulièrement le chancelier de l'Allemagne, qui a dit clairement que Israël fait le sale boulot pour nous. Ensuite, et l'accuse l'Iran. Globalement, dans le G7 d'aujourd'hui, quelque part, si je peux faire une comparaison, c'est comme si on peut dire il y a l'esprit des croisades associé à l'esprit de Berlin. La conférence de Berlin de 1884, lorsque l'Afrique a été partagée. On se retrouve avec les deux esprits qui ont animé le G7 aujourd'hui, parce que globalement, ce qu'on cherche à partager sont les ressources pétrolières de l'Iran. Ensuite, il y a tout le problème qui se pose, comment y arriver. Il y a ces derniers temps, il y a tout un discours qui revient sur l'assassinat de Khomeini, sur le changement du régime. Mais quelles sont les conséquences? On parle de l'Iran avec une superficie 4 fois plus que l'Irak. En fait, l'Iran avec 1 600 000 km², c'est le 17e pays dans le monde. Sa superficie est l'équivalent de l'Europe occidentale. Avec une population qui s'élève à 90 millions, c'est le double de l'Irak. Lorsque les Américains sont intervenus en Irak en 2003, elles ont engagé presque 125 000 soldats. Et ça a été insuffisant. Et là, pour le cas de l'Irak, il y a certaines estimations qui disent pour intervenir militairement sur terre en Iran, il faut au moins 1 million. En fait, 1 million, ça va être difficile pour des puissances aussi grandes que même les Américains, justement, de pouvoir fournir une telle. Ensuite, il faut pas de mon point de vue, il faut pas sous-estimer les capacités iraniennes. Quand on regarde actuellement les Houthis avec le peu de moyens qu'elles avaient, avec Hamas avec le peu de moyens qu'elles ont pu. Ils ont réussi, malgré ça, elles n'ont pas pu justement les faire. En tout cas, elles n'ont pas capitulé. Et quand on entend le président américain qui demande une capitulation sans condition des Iraniens, de mon point de vue, il semble que les Américains ignorent la sociologie et l'anthropologie de la population iranienne qui reste une population très très nationaliste. Certes, il y a un mécontentement, mais les Iraniens restent très très attachés et voient dans les Américains, comme on se rappelle de Mossadegh en 1953, on se rappelle, il y a tous ces souvenirs qui reviennent chez les Iraniens et en aucun cas les Américains sont perçus comme des libérateurs. Tawfiq Hamel, donc on est clairement face à une nouvelle phase du monde qui se dessine actuellement. Tawfiq Hamel a parlé de la conférence de Berlin. Quels sont aujourd'hui, Delis Cherif, les scénarios envisageables? Est-ce qu'on peut s'attendre à l'entrée de nouveaux acteurs dans ce conflit? Quel est le scénario du pire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que brièvement.
l'acteur régulateur, c'est les Américains. Si les Américains entrent en ligne en jeu, c'est-à-dire comme partie prenante de façon très déclarée et plutôt effective, cela risque de faire basculer les choses dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attendre à l'intervention d'autres acteurs comme la Chine et la Russie? Ça, j'en doute fort. C'est-à-dire, Le Pakistan? le Pakistan, sont des alliés des Américains. Le Pakistan, c'est une puissance nucléaire. Donc là, je crois que pour l'instant, les Américains feront en sorte que les Européens, que le conflit reste régionalisé. On est dans le tête-à-tête irano-israélien. Il y aura l'appui américain, pour l'instant, il y aura l'appui américain. Mais de là à s'attendre à ce qu'il y ait, pour l'instant, du moins, le moins probable qu'il y ait entrée en liste des Russes et des Chinois et des Pakistanais. Parce qu'il y a plusieurs contraintes. L'un, c'est l'Ukraine, l'autre, c'est Taïwan. D'autant plus qu'il y a un rapprochement tacite entre Américains et Russes par rapport à la question ukrainienne. Les Russes, ce n'est pas dans leur intérêt d'intervenir, d'élargir un petit peu, d'ouvrir un front alors que l'Ukraine n'est pas terminée. Oui. Les Chinois, la même chose. Toutes les conditions étaient réunies pour que l'entité sioniste mène son offensive. C'est-à-dire qu'elle continuera à mener son offensive. Oui. Maintenant, comme je l'ai dit, ce sont les Américains qui restent l'acteur régulateur. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire basculer les choses. Soit dire finalement, ça, il y a eu assez de dégâts, donc on va essayer de trouver un compromis. Soit au contraire, d'encourager les Israéliens et de leur fournir tout l'armement nécessaire. Est-ce qu'il y a une chance pour la diplomatie? Est-ce qu'on peut toujours amorcer un dialogue? Toujours, Abdelkader Soufi, brièvement, 30 Moi, secondes. je respecte le point de vue de mon collègue Driss, mais les Américains ne sont pas les seuls aujourd'hui à pouvoir réguler cette action. Du moment parce que là, à travers cette confrontation entre l'entité sioniste et l'Iran, nous sommes dans la confrontation mondiale entre l'Est et l'Ouest. Les Chinois font le bras de fer avec les Américains, les Russes la même chose, donc ils sont les alliés de l'Iran, il y a la Corée du Nord aussi, et donc la confrontation, on peut aller vers justement une régulation diplomatique car donc un embrasement ne fera l'affaire de personne, sinon donc peut-être le meilleur scénario c'est d'accepter l'Iran tel que c'est, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les Américains voient les choses autrement. Écoutez, les Iraniens ne vont jamais abandonner leur projet. Abdelkader Soufi, nous avoir éclairé sur ce thème. Driss Cherif, merci pour votre participation. On remercie également Hicham Lahmizi qui était avec nous depuis Genève et Tawfiq Hamel depuis Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Algérie.